Mesdames, Messieurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver dans votre émission Canal Enquête. Ce soir, nous parlons sécurité, nous parlons militaire. Cela fait 2 ans et demi, justement, que les forces de défense et de sécurité sont déployées sur le terrain de lutte contre le terrorisme à travers l'opération Mirador. Depuis le lancement de cette opération, on ne sait presque pas grand-chose sur ce qui se passe sur le terrain, comment, justement, et avec quels moyens les forces de défense et de sécurité assurent la sécurité des territoires concernés par l'opération Mirador. Ce soir, dans votre émission Canal Enquête, bien entendu, vous verrez avec précision et détail le travail de nos soldats sur le terrain. Nous avons passé plusieurs jours aux côtés des forces de défense et de sécurité pour voir de plus près la réalité de la menace, mais aussi justement comment nos soldats font face à cette menace, lutte contre le terrorisme au Bénin, justement. Ennemi sous contrôle, c'est une interrogation et c'est une enquête à suivre maintenant. Un hélicoptère militaire en approche. Il s'agit de la nouvelle acquisition du gouvernement au profit de l'armée de l'air, des hélicoptères de manœuvre et des hélicoptères d'appui-feu. Ils sont aujourd'hui très impliqués sur le théâtre des opérations de lutte contre le terrorisme. Je constater que pour venir ici avec la situation actuelle, il faut faire 3 heures de route, mais nous on a pu vous le faire en 7 minutes. Vous voyez combien de gain de temps cela a coûté. Et l'armée de l'air a déployé 3 types d'aéronefs actuellement. Au premier abord, nous avions déployé un petit appareil qu'on appelle Titra, c'est un élève, qui nous sert à faire essentiellement des vols d'observation. C'est avec ces appareils-là que nous faisions des résultats au début. Parce que ça scrutait le sol, ça prenait des photos, ça nous renseignait sur les traces de motos fraîches. Et on analyse, on décide par rapport à ce qui nous permet. Et jusqu'à Cotonou, vous pouvez voir encore certaines images qui nous passaient à l'occasion. Donc, on en a déployé précédemment. Après cela, il y a eu l'arrivée de ces hélicoptères-là, les H-125. Aussitôt la formation terminée sur ces appareils, on nous a déployés dans le terrain. Et la période de déploiement était tombée sur une période de nécessité. Il faut imaginer combien aussitôt arrivé, on était chargé. On a fait tellement de choses au profit de l'opération. En quoi ces vecteurs vous ont aidé sur le terrain des opérations? Bon, d'abord, s'il faut parler de l'armée de l'air, ça nous a aidé à appliquer tout ce que nous avons appris. Qui était en latence, on a parlé des vecteurs. À notre niveau, ça nous a montré, ça nous a permis de montrer à toute l'armée béninoise ce que nous savons faire. Si vous voulez savoir ce que ça a permis aux troupes au sol d'avoir, alors là, vous avez imaginé déjà le gain de temps en matière de ravitaillement, en matière de déploiement de troupes et en matière d'appui. Grâce à cet investissement du gouvernement,
Le Bénin dispose aujourd'hui des vecteurs aériens avec une possibilité d'ouvrir le feu sur l'ennemi depuis les airs pour renforcer les troupes au sol. Notre descente sur le terrain des opérations nous a permis de vivre une expérience exceptionnelle. C'est dans l'un de ces vecteurs aériens que nous sommes embarqués pour visiter les différentes positions des forces de défense et de sécurité. C'est parti. Une fois dans les airs, la nature nous offre ce qu'elle a de plus belle. Un beau paysage à 800 mètres d'altitude, au-dessus du majestueux parc de la Pandjari. Au sol, les forces de défense et de sécurité sont sur la défensive. Après les premières attaques terroristes en 2021, la réponse du gouvernement a été de mettre en place une vaste opération militaire pour lutter contre la menace terroriste aux portes et à l'intérieur du Bénin. L'opération Mirador a vu le jour. À la tête de cette opération, le colonel Faïzou Gomina. La signification de Mirador. Vous savez, dans la structure militaire, un Mirador, c'est une infrastructure sur laquelle il y a le militaire qui observe et qui participe ou qui est l'élément qui a la veille opérationnelle. Donc Mirador, c'est une opération qui a pour but de faire de la veille opérationnelle, de protéger les populations et également d'empêcher toute infiltration sur notre territoire, infiltration ennemie sur notre territoire. Il commande les troupes sur le terrain. Elles sont réparties en 3 zones. En langage militaire, on parle de fuseaux. Fuseau ouest, fuseau est, fuseau nord. Chaque fuseau couvre un espace géographique donné. Si vous prenez la carte au départ, vous allez constater que nos unités militaires étaient globalement à près de 200 km des frontières. Le camp le plus éloigné au nord, c'était Kandi, et l'autre, c'était Natitengu. Mais aujourd'hui, parce qu'on a eu cette menace au niveau des frontières, nous sommes disposés tout le long de nos frontières. Dans le fuseau ouest, on retrouve par exemple le parc de la Pandjari. Eh bien, c'est assez saisissant quand on se retrouve ici, au cœur du parc de la Pandjari. Qu'il vous souvienne qu'en décembre 2021, c'est ici que tout a commencé. Le Bénin venait de subir sa toute première attaque terroriste. Dans cette attaque, malheureusement, le Bénin a perdu un de ses fils, Fiacre Bédi, pour ne pas le nommer guide touristique. Aujourd'hui, avec le déploiement des forces de défense et de sécurité sur plusieurs postes avancés fortifiés, le PAC est débarrassé de toute menace terroriste. Absolument. Nous sommes prêts. Le PAC est sécurisé. En 2022, face aux nouveaux défis sécuritaires, le gouvernement béninois a lancé la construction de plusieurs positions avancées fortifiées et de bases opérationnelles avancées. Commandant GTIA Fuseau Ouest parlait de l'importance des bases opérationnelles avancées, BOA, parce que le maillage du territoire a été, la nécessité voilà,
d'avoir du personnel sur le terrain, sur tout le long des frontières. Les zones frontalières étaient tellement indispensables qu'il faut créer ces bases. Donc ces bases avancées opérationnelles sont en quelque sorte des mini-camps. Des mini-camps. Si vous voyez un peu de la description faite par le conducteur des travaux, il y a tout ce qu'il faut pour les hommes. C'est environ au bas mot pour une compagnie renforcée. C'est pourquoi je parlais de mini-camps. Et il y en a d'autres sur le nom des positions. On va en visiter certainement dans le secteur, dans le fuseau nord aussi. Et en dehors de la base de Bastia ici, il y a une autre base à Porga. Et Porga, en dehors de Porga, il y a les postes avancés fortifiés. Donc les postes avancés fortifiés sont rattachés aux bases opérationnelles. C'est des mini-camps, si je peux l'exprimer ainsi, pour une capacité d'une section renforcée. Donc quand les gens viennent se ravitailler, ils vont au niveau de leur poste avancé et fortifié pour pouvoir continuer leur mission de sécurité. Il s'agit d'infrastructures militaires qui vont mettre fin aux infiltrations externes ou internes de l'ennemi au niveau des parcs W et de la Pendjari. Fortifié, donc c'est-à-dire imprenable, et il est plus petit que ce que vous avez vu hier, qui est la base opérationnelle avancée. Et lui, c'est en miniature, donc c'est pour un détachement d'une quarantaine de personnes. Et ça offre un minimum de confort. Lorsque des gens ils vont passer 2 semaines ici, ils peuvent se retirer, se reposer, être couverts, donc se soigner, etc., etc. Donc ça, c'est un poste avancé, fortifié. Il y en a un peu partout aussi en construction. Ça offre un peu plus de confort de l'autre côté. Et c'est entièrement sécurisé. Donc au moins, il y a un matelas là-bas, ils ne seront pas sous la pluie, ils auront de meilleurs soins, etc., etc. Donc c'est pour le confort des soldats. Ça veut dire que l'État béninois pense au confort de ces hommes qui sont sur le terrain. Sur cette position avancée fortifiée stratégique dans le parc de la Pendjari. Donc nous sommes sur la position Arli. On est ici pour notre mission. C'est patrouille et renseigner sur le terrain et sécuriser tout individu qui tenterait de s'infiltrer dans notre zone, on neutralise, on rend compte à nos chefs. On peut encore voir les traces d'une rude et acharnée confrontation antérieure entre les forces de défense et de sécurité et l'ennemi. La sécurité retrouvée dans le parc de la Pendjari laisse entrevoir une possible réouverture du parc au public. C'est une décision politique qui a fermé les parcs. Une décision politique viendra pour les ouvrir. Sinon, sur le plan sécuritaire, je peux vous assurer, vous avez passé 2 journées dans les parcs. Je peux vous rassurer que la sécurité y est. Dans cette perspective, des travaux d'aménagement pour le confort des touristes sont en cours. Dans une autre zone d'intervention de l'opération Mirador, le fuseau nord, il y a le parc W. Oui, Un parc que le Bénin partage avec le Niger et le Burkina. Je peux vous dire que l'année dernière, les communautés ont gagné environ 25 millions de façon directe. Et cette année, nous sommes autour de 22 millions. Alors pourquoi il y a une légère baisse cette année? C'est du fait que la situation avait pris un peu de l'ampleur vers la fin de l'année 2022. Donc qui a fait que certaines zones ont été plus ou moins extraites de l'accessibilité de ces zones pour des raisons sécuritaires. Mais aujourd'hui, tout a été repris. On espère que l'année prochaine, nous pourrons aller plus loin. Une zone que contrôlent aujourd'hui les forces de défense et de sécurité. Alors, notre zone couvre en partie le parc national d'Ouvé. Néanmoins, nous avons des positions comme Kangara et Bouifort qui sont des localités habitées. Notre mission est de participer au contrôle des zones du GPA en mesure d'instaurer
un climat de sérénité propice à la libre circulation des biens et des personnes à l'intérieur de notre sous-GTA. La dernière attaque dans le fuseau nord remonte à mars 2023. En mars, le 29 mars, il y a eu accrochage avec le groupe Ansarou. C'était où? Le groupe Ansarou à Gongon. C'est pas loin d'ici, c'est avant Guinée. Au bilan? Au bilan, on a eu 7 terroristes neutralisés. Et les motos sont là. On a récupéré des armes. Un important lot de moyens roulants, d'armes et d'équipements d'armement a été saisi. Sur le terrain des opérations, la lutte contre le terrorisme n'est pas que militaire. Des actions civilo-militaires sont menées à l'endroit des populations. Ici à Kandi, les populations reçoivent les soins de santé de base. Les médecins des forces de défense et de sécurité sont à l'écoute de leurs patients et leur apportent le soutien médical nécessaire à leur guérison. Nous rencontrons les pathologies courantes du Nord Bénin. Le paludisme domine beaucoup. Nous avons des cas de diarrhée dus à l'alimentation. Nous avons aussi des cas de dermatose, essentiellement des petits boutons, des allergies. Généralement, ce sont les cas que nous rencontrons. Elle donne les comprimés gratuitement après la consultation. Les produits que le docteur lui prescrit, il vient vers moi, je les donne gratuitement. Ces actions civilo-militaires prennent plusieurs formes selon le besoin urgent exprimé par les populations. Ailleurs, dans d'autres localités du Nord, des forages d'eau sont réalisés pour permettre aux populations d'avoir accès à l'eau potable. Tout ceci a permis un rapprochement solide entre forces de défense et de sécurité, puis population. Ce dont se réjouit par exemple le chef de terre d'Alpha Kwara. Les gens venaient en même temps. Après la réunion, on demandait quels sont les besoins de l'île primaire d'abord. Parce que dans la ville, il y a des choses. La santé et le l'eau. C'est ça qu'on a demandé. La santé, ils ont d'abord. Ils ont fait l'élément d'abord de l'eau. Ils m'ont demandé qu'ils vont trouver les terrains. Ils leur montré les terrains, ils ont fait les forages. Ça, je passe même plus de 11 millions comme ça qu'ils ont fait au forage. Sous un chaud soleil, un détachement des forces de défense et de sécurité se met en place. Parce que sur les pistes non accessibles par véhicules, on utilise les motos. Comme tout dispositif militaire, nous avons le serre-fil qui est en arrière, nous avons l'éclaireur qui est devant et au milieu, nous avons le dispositif. Vous pouvez déjà constater, le serre-fil a son canon vers la droite, le premier élément du dispositif a son canon vers la gauche, ainsi de suite jusqu'au niveau de l'éclaireur là-bas. Ce dispositif ainsi constitué nous permet de réagir contre les attaques en attendant de mettre en place un dispositif pour contrer la menace. Une menace plane à l'horizon. Devant ce détachement motorisé, un autre détachement avance à petits pas. Dans cette zone concernée par l'opération Mirador que nous taisons, les forces de défense et de sécurité passent au peigne fin ce vaste espace. Ils seraient piégés par l'ennemi avec des engins explosifs improvisés. La mission de cette unité spéciale est d'identifier l'engin explosif, de procéder à sa destruction et sécuriser la zone. Lorsqu'il constate qu'il y a un tronçon suspect, il y a
4 opérations successives qui sont menées. Première opération, c'est l'arrêt de tout le convoi. Deuxième opération, c'est le déploiement des éléments de sécurité, comme vous le voyez là, à gauche et à droite de l'ast. Troisième opération, les pilotes de drone déploient le drone pour scanner toute la zone, pour qu'on s'assure qu'il n'y a pas de présence ennemie infiltrée dans le dispositif. Et ce n'est qu'après ça maintenant que les spécialistes du génie descendent avec leur matériel et procèdent à ce que nous appelons l'ouverture d'itinéraire. Une mission à haut risque. Recherche des engins explosifs improvisés. En réalité, c'est du matériel électronique parfois qui est enfoui dans le sol par la menace et qui explose soit au passage du personnel, soit au passage d'un engin à moto ou soit au passage d'un véhicule. Avec ce dispositif, les éléments de l'opération Mirador se lancent dans la recherche des engins explosifs improvisés dissimulés au sol par l'ennemi. Le matériel qu'ils ont, c'est un détecteur. Et lorsqu'il y a quelque chose à l'intérieur qui comporte du fer, ça va sonner. Je pense qu'ils sont quelque part là-bas. Là. Dès que ça sonne, ça signale qu'il y a un souci à l'intérieur ici. Dans leur recherche, ils sont soutenus dans les airs avec un drone militaire de précision. Oui. Et je vérifie s'il y aura des présences ennemies. Et puis, je vois déjà que ici c'est un terrain dénudé qui a un peu de vertu. Le drone est à quelle altitude? Le drone est à 98 altitude. Donc le drone, je peux l'envoyer jusqu'à 5 km. Oui, le drone peut aller jusqu'à 5 km, mais par rapport aux interférences. Au sol, la fouille se poursuit. Un signal est donné. Fausse alerte. Une fausse alerte. Dans cette quête, il faut s'armer de courage, de la patience et d'une forte concentration. Le moindre faux pas pourrait être fatal. Aujourd'hui sur le terrain, vous êtes confronté à des attaques directes, mais aussi l'ennemi utilise les yeux de façon fréquente. Oui, de façon fréquente parce que on ne sait pas quand est-ce qu'il les place. Et on ne peut pas savoir sur quel axe il les place. C'est pour ça lorsque une zone est suspecte et nous voulons faire un mouvement vers la zone, l'itinéraire que nous empruntons, nous prenons la précaution de mettre les spécialistes du génie pour nous assurer que nous allons partir et revenir. Un autre signal est émis par le dispositif d'identification. Démineur 2, en arrière. Attention, danger. Un engin explosif improvisé est bien présent. L'élément qu'il a trouvé vient rendre compte à son chef. Ils ont une manière de faire avec chicotte, chargeur, tout ils ont fait. De vous informer et de réagir. Voilà. Moi je suis le chef d'équipe. Donc on va envoyer un élément destructeur pour aller intervenir sur l'engin. C'est la procédure. Le chef d'équipe prend la décision d'envoyer un agent destructeur. On voit ce qu'il en est, d'accord, décaper tout, voir ce qu'il y a là. Ensuite, s'il y a possibilité, on détruit sur place. S'il y a possibilité aussi, on peut enlever l'engin directement, sans détruire.
Mais ça dépend de ce qui est là. L'agent destructeur s'exécute. Il échange quelques mots avec son chef. Le chef, tout confiant, nous rassure de son retour. Confiance en nous. C'est pas pour la première fois qu'on intervient sur ces engins. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Tout comme il se pourrait que ça soit. Et revenir, ça c'est clair. L'agent destructeur se rapproche de la zone concernée. Et de façon minutieuse, commence par déblayer la surface de l'engin explosif improvisé. Avant de commencer, vous pensez à qui? À vos familles? À vos parents? Vous faites une prière? La prière, ben ouais, ça c'est normal. Pour tout croyant, avant d'exécuter un travail, tu dois prier. C'est pas la prière parce qu'on a peur compris là. L'important c'est de détecter. Voyez-vous, le plus difficile c'est de détecter. Après pour l'enlever, qu'on soit là, c'est pas si compliqué. Il a maintenant en face de lui l'engin explosif improvisé. Il est composé d'une charge, d'une batterie et d'un plateau de pression. L'agent destructeur a 15 ans d'expérience en déminage et destruction des engins explosifs improvisés. Depuis le début de la crise sécuritaire, il a à son actif la destruction d'une vingtaine d'engins explosifs improvisés. La batterie, l'alimentation. Peut-être n'importe quoi, c'est pas forcément une batterie de moto. Face à un engin explosif improvisé, il a deux options. L'enlever ou procéder à la destruction. Pour ce cas précis, l'engin sera détruit, mais pas devant nos caméras. Au Centre national de gestion des réserves de faune et de la Direction nationale du parc W, la sécurité retrouvée dans le parc a relancé les activités de pêche. Parce que hier, avec nos parents, parce que moi, mes parents sont des pêcheurs, avec nos parents d'avant, les gens qui étaient le Niger, et on fraudait pour rentrer dans le parc, dans les sites d'eau pour prendre le poisson comme on le veut. On faisait du fort. Nos parents allaient dedans c'est-à-dire sans inquiétude, ils allaient voler les poissons, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, avec African Park, la gestion est facile. Tout est correct. C'est-à-dire, nous-mêmes, on se sent à l'aise. La population est... À l'intérieur des deux parcs, la Pandjari et le parc W, le travail de la conservation et la préservation de la faune, puis de la flore, se poursuit. Descente sur le théâtre des opérations Mirador. Nous sommes ici dans le parc de la Pendjari et je suis avec le parc manager, celui qui gère bien entendu le parc de la Pendjari. Actuellement, comment ça se passe ici, les activités au niveau du parc? Tu vas bien? Pour nous, tout est bon. Donc, il y a une situation sécuritaire qui a ralenti un peu vos activités ces dernières années. La situation de sécurité, ce n'est pas la chose qui va grave pour nous. Si on a vu toutes les situations de sécurité qui est partout, à côté de Bénin, à côté de Pendjari, actuellement, pour nous, ce n'est pas la chose qui est là où on a peur, on va stresser, des choses comme ça. Si c'est ça, vraiment, on n'est pas resté ici. Là où on est là maintenant, c'est dans le centre de Pendjari, on n'est pas resté ici. Alors, vous nous confirmez qu'aujourd'hui, la sécurité est renforcée, vous vous sentez en sécurité au niveau du parc? Oui. Que le travail des forces armées béninoises, c'est eux qui vont prendre le lead au côté de frontière entre Burkina et Bénin. Derrière les forces armées béninoises, il y a le ranger qui gère le law enforcement au niveau de protection de biodiversity, wildlife. En anglais, on appelle le wildlife management. Et dans cette chose, on n'a pas vu le problème ou le challenge pour nous, pour dire on avance par le travail. Merci beaucoup, monsieur le manager, et à très bientôt. Merci. Merci. On n'a pas vu les lions.
Non, tu vas voir les lions. D'accord. Bah, quand même, tu vas atteindre les lions, non, le soir. À tout à l'heure. Avec la sécurité renforcée à l'intérieur des parcs, rien ne trouble la quiétude des animaux. Une visite à l'intérieur du parc de la Pandjari nous a permis de constater de nouveaux aménagements réalisés pour les guépards, devenus symboles de l'équipe nationale de football du Bénin, et des espaces réservés pour des buffles. Et bien voilà, retour sur le plateau de Canal Enquête dans la deuxième partie de cette émission. Je suis avec mes invités. Je suis avec le lieutenant-colonel Ebenezer Ronfoga. Vous êtes porte-parole des forces armées béninoises. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Eric. Vous êtes aussi le chef des opérations aériennes dans l'opération Mirador. En face de vous, je suis avec Francis Eloge Attadé, analyste politique, bien entendu, expert en gouvernance. Bonsoir monsieur Attadé. Bonsoir Eric. À côté de vous, Mohamed Yasser Amoussa, journaliste au quotidien Le Martinal. Bonsoir. Bonsoir Eric. Merci d'être avec nous ce soir pour cette émission qui fera le bilan de l'opération Mirador. J'ai envie de commencer par le lieutenant-colonel Ebenezer Ronfoga. Des mots sur cette enquête que nous avons réalisée. Merci Eric. Je trouve que l'enquête a été bien faite. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en août 2024 et c'est une enquête qui date de... On a tourné en 2023. 2023 et... Les choses ont peut-être évolué. Il y a eu des évolutions, il y a eu beaucoup d'autres choses qui se sont passées. Mais cette enquête révèle vraiment ce qui se passe sur le terrain et comment nos troupes sont engagées face à la menace terroriste qui a pris pied, vous avez bien dit, dans notre pays depuis... un peu plus de 2 ans. Les troupes sont engagées, nous avons des partenaires, vous avez bien montré ces partenaires qui sont African Park Network. Il y a d'autres partenaires, hein, la police républicaine aussi, partenaire de choix. C'est ça. Dans notre lutte, et il y a les eaux forêts qui sont aussi des partenaires. La douane aussi est un partenaire de choix. Absolument, absolument. Donc c'est autant de choses qui permettent à notre lutte de se mener avec efficacité. Et d'avoir des résultats. Avec efficacité. Je peux dire à l'étape où on en est que la lutte elle est épique. Hein. Il n'y a pas de guerre, 0 mort. Nous perdons des gens. Mais nous arrivons à infliger des pertes assez considérables à l'ennemi. Au cours de l'émission. Ça me permet justement de vous poser la prochaine question. Quelle est la santé de cette opération sur le terrain aujourd'hui? L'opération Mirador se porte très bien. Et c'est vrai, il y a 2 semaines, vous avez appris que nous avons été un peu éprouvés. Absolument. Et cette épreuve montre que la lutte n'est pas facile. Elle n'est pas facile, mais nous la menons avec grande efficacité et nous faisons tout possible pour pouvoir mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Et après l'attaque que nous avons eue il y a 2 semaines, la riposte a été farouche et les résultats ont été assez probants. Parlez-nous de cette riposte. Ça s'est passé où, comment et en quoi c'est un résultat positif? En réalité, la position qui a été attaquée, c'est une position qui est partagée par African Park Network et les forces armées béninoises. C'est ça. Et après cette attaque qui nous a éprouvés, nous avons déployé nos troupes sur le terrain. C'est ça. Nous avons renforcé la position, nous avons déployé les commandos, et avec nos vecteurs, avec tout ce qu'il faut, l'artillerie, et nous avons pu cibler où se trouvait l'ennemi. C'est ça. Et nous lui avons envoyé des tirs d'artillerie avant d'aller récupérer l'espace où il s'était tapi après avoir perpétré l'attaque. Et aujourd'hui, évidemment, l'ennemi est en déroute
et la peur a changé de côté. La peur a changé de côté. On peut dire que toutes les fois où l'ennemi semble se sentir à l'aise dans un espace donné, on lui inflige des pertes pour qu'il puisse se dégager, pour qu'il puisse laisser cet endroit. Et l'objectif étant de le bouter totalement hors de notre territoire. Donc après l'attaque que nous avons eue il y a 2 semaines, on peut dire aujourd'hui que la riposte a été d'une grande efficacité. Nous avons pu infliger des pertes assez lourdes à l'ennemi. Je reviendrai. On peut revenir sur les chiffres. Oui, les chiffres, oui. Oui, l'ennemi, nous avons quand même pu en éliminer une vingtaine après l'attaque que nous avons eue. On garde ça. Allez, je suis avec vous maintenant, Monsieur Francis Atadi. Vous êtes analyste politique. Je sais que vous observez véritablement ce qui se passe dans le Nord avec l'opération Mirador. D'abord, en tant que citoyen, à travers ces images, est-ce que pour vous, la mer assure? Mais écoutez, on peut se réjouir déjà de la riposte. Parce que là, vous savez que la menace terroriste a commencé depuis le Sahel. Ça s'est métastasé et puis ça s'est propagé pratiquement dans les pays côtiers. Le Bénin ayant été frappé par deux fois a pris évidemment les taureaux par les cornes en dépit des initiatives sous-régionales qui existaient. Vous avez vu l'initiative d'Accra et vous avez vu aussi au niveau de la CEDEAO la force régionale qui a été mise en place. Ça veut dire que ce soit au niveau de l'espace sous-régional qu'au niveau national, il y a eu des mesures qui ont été prises pour contrer l'avancée terroriste. Cette menace, en fait, c'est la menace du siècle. Et il faut évidemment que nous puissions être en capacité de riposter. Le Bénin a acquis du matériel dédié à la lutte. Vous avez constaté, comme moi, qu'il y a des drones, il y a des blindés, il y a aussi des vecteurs aériens qui permettent évidemment de localiser ces ennemis, ces Rollois, parce que c'est des groupes armés organisés qui infiltrent nos espaces et qui troublent la quiétude des paisibles citoyens et qui portent aussi atteinte à l'économie, qu'on le veuille ou non, parce que vous avez les parcs, c'est des lieux touristiques qui permettent de rentabiliser tout ce que l'État fait pour alimenter le budget national. Mais s'il n'y a pas l'appel à la sécurité, nous ne pouvons pas continuer à favoriser l'activité économique qui pourra nous permettre d'engager les grandes œuvres de développement. On peut donc, à la lumière de ce qu'on a vu là, saluer le gouvernement pour l'investissement qui a été fait, mais on doit prier pour que, à chaque fois que nos hommes, ceux qui portent le drapeau national, en fait, la force de défense et de sécurité qui sont sur le terrain, soient protégés par Dieu. Vous avez vu les risques qu'ils couchent au quotidien, parce que vous avez vu les mines, pour neutraliser les explosifs, c'est pas facile, le risque est grand. Et c'est heureux qu'on apprenne que de plus en plus, la situation est sous contrôle. Donc l'armée n'a pas failli à sa mission. Et cela suppose que les formations que nous sommes reçoivent, parce qu'ils reçoivent des formations pour renforcer leur capacité opérationnelle. Vous avez vu qu'il y a le partage de renseignements et d'informations avec bien d'autres pays qui coopèrent avec nous. Et il y a aussi la formation en fait dédiée à un personnel de sécurité, mais aussi de renseignement. Et il y a aussi des actions conjointes. Mais pour le cas spécifique de l'opération Mirador, vous avez bien fait d'initier ce débat, ce plateau, parce qu'il y a une polémique autour des bases qui existeraient au Bénin. Mais on peut s'assurer qu'il y a des postes avancés fortifiés. Il y a en fait, des bénicants qui permettent de riposter en cas d'attaque pour assurer la sécurité du territoire. Et à ce titre, je crois qu'à l'occasion de ce débat, justement, ce qui se passe, ce qui accuse le Bénin d'avoir une base militaire ne font pas la même lecture que vous. On va poser la question au lieutenant-colonel qui est sur ce plateau de façon précise pour avoir véritablement une réponse. Mohamed Yassé Amoussa, vous faites partie de ces journalistes qui ont participé à cette mission sur le terrain. D'abord, c'est très rare comme initiative de l'armée de pouvoir permettre à des journalistes d'être sur le terrain. Bien sûr, déjà il faut saluer cette initiative de l'état-major qui a pu quand même permettre aux hommes des médias de toucher du doigt les réalités sur le théâtre de l'opération Mirador. Moi, personnellement, c'était une très belle expérience et s'il fallait revivre ça, je suis prêt parce que ça a pu de toucher du doigt, comme je le disais, dans quelles conditions c'est nos forces de défense et de sécurité. Tous ces acteurs, tout ce beau monde, les soldats, les policiers, travaillent quand même pour veiller à l'intégrité du territoire national. Vous savez, du 24 au 31 août, j'ai eu cette opportunité quand même d'aller à la rencontre
de ce qui se fait. Parce que pendant longtemps, ça a été un mythe. Qu'est-ce qui se passe? On se dit parfois, quand vous interrogez les populations, ils se disent, ils sont là-bas en train de dormir tranquillement et ils sont en train de tuer les nôtres. Ça veut dire qu'en réalité, les militaires ne font rien sur le terrain. On voit des voitures qui défilent dans la ville, on les voit bien habillés, les hélicos dans le ciel, mais voilà. On ne sait pas précisément. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup se posent cette question, mais il fallait quand même trouver des réponses. Et ceux qui sont les mieux appropriés pour aller au contact de l'information, ce sont les hommes des médias, ce sont les professionnels des médias. Nous l'avons longtemps réclamé. Et en fin de compte, l'état-major a pu céder. On espère qu'il y aura d'autres dimensions qui pourront suivre quand même pour permettre d'avoir plus d'informations sur ce qui se passe. Mais au regard de ce que vous avez vu, quelle appréciation faites-vous de l'organisation militaire sur le terrain? Vous savez, aujourd'hui, je peux rassurer les populations que l'armée béninoise est prête si l'on fait face réellement à la menace terroriste. Et aujourd'hui, tout à l'heure, le colonel le disait, la paix a changé de camp. Quand on sait qu'aujourd'hui, automatiquement, quand l'ennemi essaie de pouvoir un peu faire bouger les choses, il y a en même temps une riposte. Ils se disent, mais jusqu'à quand l'armée va fléchir? Mais qu'il soit rassuré, l'armée ne va pas fléchir. Parce que j'ai été sur le terrain, je vois qu'en réalité, il y a quelque chose de très spécial qui est mis en place. Un détachement de plus de 3000 hommes, un déploiement de plus de 3000 hommes sur le terrain pour l'opération Mirador, des femmes bien sûr, qui sont déterminées, qui sont engagées pour aller vraiment pour défendre l'intégrité du territoire national, si possible, au risque de leur vie. Ça montre que réellement, les forces de défense et de sécurité sont réellement prêts pour faire le job et on peut les encourager. Comme quoi, on n'a pas de raison de s'inquiéter, c'est ça? Non, pour le moment, c'est vrai. Vous savez, c'est une lutte, c'est une guerre. Il faut enregistrer des pertes d'un côté ou de l'autre, mais de notre côté, on sait qu'il n'y aura pas de grandes pertes. L'ennemi a du paix sur la planche. Allez, colonel Ronfoga, le 3 juillet dernier, vous avez organisé un atelier bilan sur l'opération Mirador. Quelles sont les conclusions, les grandes conclusions que vous avez tirées à cette occasion? Merci Eric. Le séminaire que nous avons organisé, c'est un séminaire à mi-parcours de l'opération. Et cette opération qui a commencé il y a un peu plus de 2 ans, il fallait qu'on puisse l'évaluer, faire une introspection pour pouvoir voir à quel niveau faire des inflexions, à quel niveau faire des changements de posture, à quel niveau faire des arrangements pour mieux adapter l'opération face à la menace, qui est aussi une menace avec des modes d'action mutants. Donc, ce bilan à mi-parcours était nécessaire et je voudrais avant de vous parler des conclusions, dire comment ça a été organisé. Déjà, en termes de participants, il y avait l'état-major évidemment de l'opération Mirador, il y avait le haut commandement militaire, il y avait le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur aussi était invité, mais son agenda n'avait pas permis, mais il y avait des représentants de la police républicaine, des eaux forêts chasse, de la douane, de l'ABGF, l'association qui s'occupe de la gestion des frontières. Il y avait des représentants de African Park Network. Tous ces acteurs qui nous permettent en fait d'adresser efficacement cette lutte. Et enfin, il y avait le procureur spécial quand même qui était là. Et qui à la fin prononce des condamnations. Puisqu'il est là pour gérer de manière judiciaire tout ce qui est... les personnes impliquées. Oui, voilà. Donc sa présence a donné une teinte particulière à ce séminaire. C'est ça. Et ça nous a permis d'évaluer au total la manière dont les opérations terrestres se font. Voilà, sur la manière dont... Est-ce qu'il y a des choses à reprocher? Bien sûr, il n'y a pas d'œuvre parfaite. Il n'y a pas d'œuvre parfaite. Et d'ailleurs, c'est parce que les œuvres ne sont pas parfaites que nous avons quelques difficultés sur le terrain. Oui. Il fallait qu'on puisse changer un peu notre mode d'action, notre manière de fonctionner. Nous avons déjà passé de la posture défensive à une posture offensive, mais nous ambitionnons maintenant, après ce séminaire, passer à une posture beaucoup plus offensive
beaucoup plus offensive pour pouvoir bouter l'ennemi totalement de notre terrain, puisque le credo du chef d'état-major général est de ne laisser aucun centimètre carré du territoire dans les mains de l'ennemi. Toutes les fois où on découvre l'ennemi à un endroit donné, on met tout en œuvre pour pouvoir le chasser de là ou le neutraliser. C'est ça. Donc, on a évalué nos opérations terrestres, on a évalué nos systèmes d'information et de communication. On ne peut faire aucune opération sans un système d'information et de communication assez cohérent. Puisque c'est ça qui permet au chef de pouvoir commander ses troupes au sol et de pouvoir déployer ses ordres sur le terrain. Donc, on a évalué cela, on a évalué notre méthode de renseignement, on a évalué cela, on a évalué ce que nous appelons les opérations militaires d'influence. Les opérations militaires d'influence, ce sont ces opérations militaires qui permettent aux forces armées de pouvoir bénéficier de l'adhésion de la population, puisque c'est la population que nous sécurisons. Si la population n'adhère pas à notre manière de fonctionner, nos opérations vont recevoir un coût, évidemment. Nous faisons ces opérations militaires. Vous avez parlé tout à l'heure des ACM, vous avez montré les actions civilo-militaires. Nous avons évalué cela. Il faut qu'on puisse les densifier. Nous avons aussi évalué le soutien logistique. Vous savez, aucune opération ne peut se faire de manière assez efficace sans un soutien logistique digne de ce nom. Tout ce qui est vecteur aérien qui est déployé dans l'opération, c'est du carburant que ça consomme, c'est des pièces de rechange que ça doit changer périodiquement. Dès que des aéronefs tombent en panne, il faut que dans les 2 ou 3 jours qui suivent, qu'on puisse le remettre en état de marche. Les véhicules au sol, les véhicules de gamme tactique, c'est du carburant que ça consomme, c'est des pièces de rechange que ça doit pouvoir mettre en œuvre. C'est autant de choses en fait qu'il fallait évaluer. Et il y a aussi le soutien santé. Nos hommes sont sur le terrain. S'ils ne sont pas en bonne santé, ils ne peuvent pas faire le travail. Oui, le soutien de santé, nous l'avons évalué. Nous avons aussi évalué surtout les opérations aériennes. Et quand nous avons fini toutes ces évaluations, nous sommes tombés sur des recommandations. Et je voudrais rappeler en fait les objectifs du séminaire qui étaient d'identifier en fait la meilleure tactique qu'il faut pour pouvoir adresser cette menace qui a un mode d'action qui est changeant. Au début, ils faisaient des attaques frontales sur nos positions. Et puisque toutes les fois où ils font des attaques, ils reçoivent une riposte farouche avec destruction de leur matériel et anéantissement de leurs effectifs. Ils ont mué notre mode d'action en des poses d'EI. Les EI sont des engins explosifs improvisés. Et vous avez votre reportage tout à l'heure l'a si bien montré. Et ces engins explosifs improvisés sont une menace particulière sur tout ce qui est véhicule de mobilité, tous ces moyens de mobilité. Vous voyez une artère bien dessinée, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez passer là-dessus en toute sécurité. Et nous avons été victimes de ça, donc plusieurs fois. Et il y a à identifier la meilleure tactique pour pouvoir avoir anticipé une action adaptée maintenant au changement continu des modes d'action de l'ennemi. Et nous avons aussi identifié, en fait l'objectif était aussi d'identifier en fait le soutien logistique qui est adéquat maintenant à la nouvelle tactique que nous voulons appliquer. Et il y a aussi à adapter le renseignement militaire. Le renseignement aujourd'hui, nous le faisons, c'est du renseignement humain. Après, il y a aussi du renseignement électromagnétique. Mais le fait est que, malgré cela, l'ennemi quand même arrive à se dissimuler dans une zone forestière qui permet justement cette dissimulation et tout. Et on a dû remarquer qu'il faut qu'on puisse donner aussi une inflexion au système de renseignement. Et après, bon, il y a à évaluer la stratégie de communication et le soutien logistique. Bon, voilà les grands objectifs. Et voilà les évaluations que nous avions à faire. Et si vous voulez, maintenant, on peut tomber sur les recommandations. Mais les recommandations sont multiples. Je ne vais pas
m'étaler là-dessus, mais je vais juste vous dire que nous avons pu avoir près d'une cinquantaine de recommandations, mais qui sont déclinées par type de secteur dans les opérations. Sur le plan opérationnel, il y a près d'une vingtaine de recommandations qui ont été faites. Il y a les recommandations sur le plan logistique, sur le plan de soutien santé. Et ce qui a été un peu plus important pour nous, c'est les recommandations sur le plan de la légalité du judiciaire. C'est ça, c'est ça. On va dérouler justement sur le reste des recommandations. Je ne l'avais pas annoncé, nous avons un collègue qui est en ligne, Ulrich Abalo, il est du côté de Paracou, Radio Fraternité. Il a participé aussi à cette mission d'immersion sur le théâtre des opérations Mirador. Ulrich Abalo, vous me recevez? Ulrich Abalo, comment vous allez? Alors, je l'annonçais, vous avez participé aussi à cette mission d'immersion sur le terrain des opérations Mirador. Quelle appréciation faites-vous de ce que vous avez vu sur le terrain de vos propres yeux? Appréciation globalement bonne, parce que cette mission d'immersion nous a permis, il faut le dire, de mieux connaître l'opération Mirador, de mieux savoir comment ça se passe sur le terrain avec ces soldats qui ont accepté d'aller au point donc de défendre le Bénin contre la menace terroriste. Grâce à cette immersion, moi particulièrement, j'ai désormais beaucoup plus d'admiration et de considération pour les soldats de notre pays. Et vous savez, l'opération Mirador, quand on vous explique comment elle est mise en œuvre, que vous avez la chance de visiter les 3 fuseaux comme nous dans le cadre de cette mission, je veux dire, vous vous rendez compte que voilà, l'état-major du Bénin ne doit pas sur ses lauriers en ce qui concerne cette lutte qu'on mène contre les djihadistes. C'est une guerre asymétrique, c'est ce que moi je retiens particulièrement de ce qu'on a observé sur le terrain, parce que voilà, on sait que l'armée béninoise, elle est là, présente sur le terrain pour riposter, pour repousser, mais de l'autre côté, on ne sait pas qui ils sont véritablement. C'est vrai qu'il y a des noms qui circulent comme Génim, comme Ansarou et bien d'autres groupes qui sont tapis dans les pattes et qui veulent forcément prendre par le Bénin pour aller soit vers le Nigeria, pour aller vers d'autres pays de la sous-région. Tout compte fait, le Bénin, c'est aujourd'hui le transit selon les explications qu'on nous a données sur le terrain. Et il faut, grâce à l'opération Mirador, cette opération de veille, pouvoir maintenir la veille pour éviter que cette invasion terroriste puisse évoluer dans le pays. C'est vrai qu'on continue d'enregistrer des attaques de la part de ces terroristes qui sont dans nos parcs, qui sont à nos frontières, mais il faut féliciter l'armée qui fait un travail incommensurable pour riposter. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que, selon vous, l'armée contrôle vraiment l'ennemi? On ne saurait l'affirmer tout go comme cela, mais l'armée fait un effort véritable, un effort qu'il faut saluer dans cette lutte que nous menons contre l'invasion terroriste. Je l'ai dit tout à l'heure, tout est mis en place. Je n'ai pas forcément le droit de dire avec exactitude le nombre de soldats qui sont déployés sur le terrain, mais je crois que voilà, les dispositions sont prises pour que réellement l'armée puisse quand même faire face aux terroristes. Pour le moment, je l'ai dit il y a un instant, on continue d'enregistrer des attaques. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, c'est dans le parc W, c'est à Boukoundé, un peu avant cela qu'on a enregistré des attaques qui ont, je veux dire, contribué, sinon qui ont occasionné le décès, regrettable décès de plusieurs de nos soldats. Je crois qu'il doit s'agir de 7 soldats et de quelques membres du African Pact qui sont chargés également de veiller à la sécurité dans le parc. Donc, même si l'armée, quelque part, a pris des dispositions et semble être à la hauteur de la situation, on enregistre des attaques dont on ne saurait affirmer véritablement qu'on a la maîtrise de la situation. Mais il faut encourager notre armée à poursuivre dans ce sens-là. Je félicite tout l'effort que le colonel Faouzou Gomina, le com-théâtre de l'opération Mirador, et son équipe effectue sur le terrain. C'est formidable ce qu'ils font et il faut communiquer davantage autour de ces actions-là. C'est vrai qu'il y a des actions civilo-militaires qui se font sur le terrain.
histoire de montrer aux populations que l'armée est avec cette population-là. Mais il faut continuer davantage de communiquer pour aider la population à savoir que oui, les militaires ne dorment pas, et ils font le nécessaire pour que les terroristes ne perturbent pas, ne continuent pas de perturber la tranquillité des Béninois. Merci à vous, Lurich Abalo. Bonne chose à vous et très bonne soirée à vous. C'est moi. Allez, M. Attali, on a vu dans l'élément que la lutte n'est pas que militaire. Il y a des actions qu'il faut mener à l'endroit de la population pour une cohabitation entre armée et puis population. Oui, mais vous savez que les actions civilo-militaires rentrent dans le cadre de la coproduction de la sécurité, parce que désormais, les populations se sentent concernées par la lutte terroriste et n'ont plus peur des forces de défense et de sécurité. C'est ça. Donc ça corrige au plan psychologique en fait un problème. D'accord. Et ça montre évidemment que l'armée est venue pour assurer la sécurité à travers le maillage territorial. Le gouvernement fait déjà un travail important en apportant l'équipement et les investissements qu'il faut. L'armée est en état de veille, mais c'est vrai qu'il y a des défis qui persistent. Il faut donc reconnaître que notre opération ici, Mirador, contrairement à ce qu'on a vu ailleurs dans bien d'autres pays, on voit les dégâts. Donc, à comparer ce qui se fait ici, on peut se réjouir de la situation du Bénin, mais il y a cependant des efforts à faire, nous devons maintenir le cap. Alors, Mohamed Yassé Amoussa, quelle est votre appréhension sur cette accusation qui revient sans cesse, le Niger et le Burkina Faso, au sud des bases étrangères qui seraient au Bénin? Vous qui avez été sur le terrain, avez-vous vu de bases étrangères? Vous savez, moi j'ai souri tout de suite quand j'ai eu ces accusations. Je me suis dit peut-être qu'ils sont pas bien renseignés. C'est vrai, je ne suis pas apte quand même pour opiner sur ce sujet, mais pour une personne lambda, pour un professionnel des médias comme moi, je le dis haut et fort, le Bénin n'abrite aucune base militaire française à ce jour. J'ai eu à discuter avec l'ambassadeur de la France au Bénin, M. Vac, visé en fin de séjour, bien sûr. J'ai eu à discuter avec l'attaché de défense de la France au Bénin. Vous savez, ils m'ont dit une chose, la France ne reste pas dans les taudis. La France, quand même, pour avoir une base militaire, doit veiller à avoir quand même un aérodrome où ces hélicoptères peuvent se poser, avoir un confort qu'il faut. Ça veut dire qu'ils prennent assez d'espace pour pouvoir implanter des bases militaires. Maintenant, comment se fait-il que, pour moi, qui suis allé sur le terrain, je n'ai pas... C'est vrai, il y a des infrastructures de type moderne, comme les bases opérationnelles avancées et les postes fortifiés avancés, qui sont construits par l'état-major avec les autorités béninoises en charge de la défense quand même pour permettre aux forces de défense et de sécurité d'avoir des conditions de vie quand même qui sont plus ou moins reluisantes. Vous savez, j'ai eu du plaisir à aller quand même toucher du doigt. J'ai vu comment ça se faisait, quels sont les dispositifs qui sont mis en place. Et moi, je dis aujourd'hui, ces accusations sont quand même à être balayées du revers de la main. Dit que le Bénin abrite une base militaire française. Le Bénin est un pays souverain. Nous sommes libres d'abriter qui nous voulons. Nous sommes libres d'accueillir qui nous voulons dans notre pays. Mais il ne faut pas quand même aller à ces niveaux, à ces genres d'accusations. Le Bénin n'abrite aucune base militaire française. Je vais orienter la même question au lieutenant-colonel Ebenezer Onfoga, mais avant, deux grandes recommandations de votre atelier, et puis après répondez à cette question qui revient sans cesse. Base militaire étrangère, est-ce que nous en avons au Bénin? En tant que grande recommandation de notre séminaire, il a été recommandé que nous acquérions davantage de matériel qui puisse nous fournir le renseignement de manière assez pointue. Il a aussi été recommandé de pouvoir soutenir le théâtre en termes dans le cadre de la maintenance en fait des moyens tactiques qui sont déployés. Donc voilà les deux grandes recommandations que je peux vous citer, qui sont issues de ce séminaire. Et sur la vie de nos soldats, il n'y a pas d'augmentation de primes, de salaire. Il n'y a pas de recommandations qui touchent le soldat. Il y a des recommandations qui touchent le soldat, surtout à sa santé. Sa santé, puisque les primes pour la santé ne permettent pas nécessairement d'assurer avec efficacité la santé. Donc il a été recommandé que ces primes soient relevées à la hausse pour une meilleure santé de la troupe. D'accord. Alors, je rappelle que vous êtes aussi le chef des opérations aériennes dans l'opération Mirador. Donc, s'il y a une base militaire étrangère au Bénin, vous êtes mieux placé pour le savoir. Oui.
Eric, merci. Cette question, bon, je l'ai évacuée il y a quelques jours et je suis heureux que le président Tiani lui-même, dans son intervention il y a quelques jours, ait dit qu'il n'y a pas de base militaire étrangère au Bénin, qu'il n'y a que des groupuscules, des groupes d'éléments subversifs. Bon, encore que, il faudrait qu'il nous dise ce qu'il appelle subversif, éléments subversifs. Est-ce que c'est un groupe de personnes qui peut aller déstabiliser tout un pays avec une aussi grande armée que celle qu'on connaît pour le Niger? C'est un grand point d'interrogation. Donc il n'y a pas de base militaire étrangère sur le territoire béninois. Il n'y a pas de base militaire française sur le territoire béninois. Les bases opérationnelles avancées, ça a été longuement, on a longuement parlé de cela, c'est des petits camps qui sont des démembrements des grands camps que nous avons à Kandien. Les petits camps étaient nécessaires pour pouvoir contrer la menace au niveau des frontières. On ne peut pas avoir une menace au niveau des frontières qui sont à 200 km de ces camps et rester tapis au niveau de ces grands camps que nous savons. Donc il fallait envoyer les troupes au niveau de la frontière. Et on ne peut pas envoyer les troupes au niveau de la frontière et les laisser dans la verte. Il faut que de temps en temps, après des manœuvres qui puissent revenir, se ressourcer, se déshabiller, se mettre un peu à l'aise, afin de repartir en bon état vers l'ennemi. Donc c'est ça, surtout que nous sommes en posture offensive actuellement. Et cette posture offensive va se densifier. Les bases opérationnelles avancées sont des petits camps, des démembrements des grands camps que nous avions. Et les postes avancés fortifiés sont aussi des démembrements des bases opérationnelles avancées. Tout ceci pour permettre un maillage assez dense et assez conséquent de nos espaces frontaliers qui sont des refuges de la menace terroriste. Parfait, nous sommes en train de finir cette émission, on va faire un tout dernier tour de table. Monsieur Attali, vous êtes convaincu par la réponse du colonel? Oui, parfaitement convaincu. Parce qu'il y en a qui continuent encore pas avoir des doutes. Hein? Non, mais c'est vrai qu'à travers la dernière sortie du président Tiani, en lieu et place de base militaire, il a parlé de petits groupes subversifs. Puis il nous envoie au dictionnaire lui-même, dans les dossiers dictionnaires. Bon, mais on constate qu'à l'issue de la mission que vous aviez faite, et au regard de tout ce qu'on a observé, il n'y a pas de base. Il n'y a que les petits minicamps qui permettent au Bénin d'opérationnaliser ces troupes pour contrer l'avancée terroriste. Parce que vous savez évidemment que plusieurs attaques ont été enregistrées, notamment au niveau des zones frontalières. Maintenant, il faut prier pour que nous puissions nous entendre pour aller à la mutualisation de nos stratégies, parce qu'on doit partager les renseignements. C'est de l'infiltration. Parce que, en fait, les djihadistes, ils viennent d'où? Parce que vous voyez, forcément de quelque part. Mais oui, donc si on s'entend et que les pays renouent avec la coopération qui existait, parce qu'une coopération ici entre le Bénin et le Niger, ça a été mis en berne. Bon, nous avons aussi une coopération avec le Burkina et le Nigeria, dans le 4-7-8. Si on peut encore activer tout ça, je crois qu'on va prendre d'assaut ces hors-la-loi, ces groupes armés organisés qui continuent de provoquer des nuisances, aussi bien au Niger, au Burkina qu'au Bénin. C'est ça. Je crois que le chef de l'État béninois, à l'occasion par exemple de l'initiative d'Accra, avait demandé que nous puissions compter sur nos propres moyens pour endiguer ce fléau du siècle, parce que ça nuit terriblement à l'économie de nos différents pays. C'est ça. Allez, Mohamed Yassé Yamoussar, journaliste au quotidien Le Martinal, de participer à cette émission, prêt à repartir sur le terrain? Bien sûr, je suis prêt à servir de ma manière quand même, servir il y avait un risque quand même. Hein? Bien sûr, il y avait des risques, mais vous savez, une mission, c'est des risques et nous sommes engagés du moment où nous pouvons... On vous a vu dans les hélicos militaires, ça fait un peu peur. Oui, c'était... Bon, j'avais peur. J'avais peur. Mais rapidement, je vais inviter les dirigeants, pas seulement le Bénin, parce qu'on a été à Kourou, on a vu qu'il y a des territoires qui ont été délaissés par l'armée burkinabé, qui a réclamé le départ des Français. Mais si aujourd'hui, il faut quand même une coopération entre les différentes autorités, les dirigeants. Entre les États. Voilà, entre les États, pour pouvoir boucler réellement ce territoire et pour faire face à la menace. Le Bénin peut tout faire, le Bénin peut déployer tous les moyens, mais si il y a un peu d'espace qui est délaissé par les autres pays, par les voisins, voilà, par les voisins, ça sera occupé par l'ennemi peut quitter là et venir frapper, repartir encore. Donc j'invite les autorités, les dirigeants à pouvoir s'unir, unir les forces pour quand même faire. Je réserve la dernière question au lieutenant-colonel Ebenezer Onfoga, les perspectives de cette opération Mirador. Les perspectives sont très
positive, et surtout avec la détermination des autorités politiques à renforcer cette lutte que nous avons, à nous donner tous les moyens dont nous avons besoin pour pouvoir adresser les perspectives sont vraiment positives. Et je voudrais rassurer le peuple béninois que les forces armées béninoises sont déterminées à leur assurer la sécurité et à défendre leur territoire, et les autorités politiques sont engagées pour pouvoir nous soutenir totalement dans cette lutte, pour pouvoir assurer la quiétude qu'il faut aux populations. Donc soyez rassurés, la lutte est épique certes, mais bien maîtrisée, et nous arrivons à infliger des pertes. Et je veux rappeler les chiffres. L'ennemi a été anéanti jusqu'à hauteur de plus de 250. Et depuis le début de l'opération. Depuis le début de l'opération. Et nous avons plus de 350 personnes qui sont dans les mailles de la justice. Nous, de notre côté, nous avons perdu 57 personnes. Un mot à l'endroit des soldats? Oui, je voudrais d'abord dire toute ma satisfaction, toute la satisfaction du chef d'état-major général pour l'activité que font les soldats sur le terrain, pour leur détermination à endiguer cette menace sur notre territoire. C'est vrai, nous perdons des hommes, et c'est le moment pour moi de dire toute la compassion des forces armées béninoises aux familles éplorées, et leur dire que les forces armées béninoises ne les oublieront pas. Mais les hommes que nous perdons renforcent notre détermination à davantage adresser cette lutte-là. Et l'une des recommandations phares justement de notre séminaire, c'est de bien nous occuper des familles de ceux qu'on a perdus sur le terrain. Et je voudrais enfin dire aux populations béninoises que les forces armées béninoises sont totalement engagées à leur assurer la sécurité et bien défendre leur territoire. Aujourd'hui, aucun centimètre carré du territoire n'a été cédé à l'ennemi, et ça ne sera pas cédé à l'ennemi. Merci et très bonne soirée à vous. Merci à vous, lieutenant-colonel Benezé Ronfogar. Merci pour ces mots d'hommage à l'endroit de nos soldats qui sont tombés sur le terrain. Du courage à vous. Merci. Face de vous, Francis Elojatade, analyste politique, expert en gouvernance. Merci aussi d'être passé ce soir dans Canal Enquête. Et puis, jusqu'à côté de vous, Mohamed Yassé Amoussa, journaliste au quotidien Le Matinal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'intégralité de Canal Enquête sur notre chaîne YouTube. Le programme se poursuit sur Canal 3 Télévision. Et à très bientôt.